Bonjour à tous, je suis l'agent 000 et j'ai pour mission aujourd'hui de vous parler de la 9e adaptation cinématographique de James Bond, L'Homme au pistolet d'or. The Man with the Golden Gun fut le dernier roman de James Bond publié par Ian Fleming. Il parut à titre posthume en 1965, quelques mois après la mort de l'auteur. Déjà, ça partait mal. Il manquait plusieurs éléments à l'histoire au moment de la mort de Fleming, donc les éditeurs l'ont terminé à sa place. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais qu'est-ce que ça a donné, me demanderez-vous? Une histoire moins prenante que les autres. Et qu'en est-il du film alors? La crise mondiale du pétrole fait rage. Toutes les puissances rivalisent pour se procurer le fameux Solix agitateur, un appareil permettant de convertir les radiations solaires en électricité. Alors qu'il enquête là-dessus, James Bond apprend qu'il est la cible de l'homme au pistolet d'or, un tueur à gages nommé Francisco Scaramanga. Par un curieux hasard, ou plutôt une facilité scénaristique, ce dernier est en possession du fameux Solix agitateur. Bond suivra sa trace jusqu'en Extrême-Orient pour finalement rencontrer son rival. Celui-ci est sorti le 19 décembre 1974, soit à peine un an après son prédécesseur. Contrairement aux adaptations précédentes, celle-ci ne reprend strictement rien du livre, mis à part son titre et le nom du méchant, Francisco Scaramanga. Le film reste incontestablement l'un des plus insignifiants de toute la saga, rien n'était en sa faveur. Premièrement, L'Homme au pistolet d'or signe la dernière collaboration entre les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman. Les tensions se faisaient souvent sentir sur le tournage qui débuta avant même la sortie de Vivre et laisser mourir. Ouais, bon, je fais la même chose alors. L'humour atteint des sommets, ou des abysses, c'est selon. Les répliques sont beaucoup moins punchées, donc beaucoup moins drôles. On adopte encore une fois un humour moins subtil, donc forcément plus facile, et du coup, c'est juste plus drôle. Tous les personnages, sans exception, même les habitués de la saga, sont tous décrédibilisés. On a tenté de coller un côté plus violent à Bond, sauf que ça ne colle pas du tout à Roger Moore. Ça aurait mieux collé à Sean Connery, je trouve. Sinon, la Bond Girl. Vous vous souvenez de Tiffany Case dans Les Diamants sont éternels? On a atteint son niveau avec elle, Marie Bonne Nuit. Quelle connasse! C'est une adolescente évaporée sans la moindre crédibilité en tant qu'agent du MI6. Oui, c'est une espionne! Pas étonnant que sa présence exaspère 007. Elle n'est qu'un joli visage dans le film, présente que pour montrer son corps, et même là, c'est un problème. Le rayon coupe-le vite! Oh putain. On a ramené un personnage secondaire du volet précédent, un personnage que peu ont apprécié, le shérif Pepper. C'est le prix pour le bourg! Oh, mais qu'est-ce qu'il te prend, JW? C'est pas grave. Et je te cherche ça dans mon bayou, Bonnie! Et je te donnerai le pire! Personnellement, le personnage me plaît bien, mais il est trop idiot. Les gags qu'il amène, tout comme l'humour du film, sont trop enfantins et ça ne correspond pas à l'esprit des James Bond. Plusieurs scènes se révèlent très longues ou simplement inutiles. D'autres peuvent sembler cool à l'écrit alors qu'à l'écran, c'est ridicule. On note aussi une tonne de préjugés limite racistes de la culture asiatique. Non, les écolières ne font pas toutes du karaté. Non, les Asiatiques ne parlent pas tous comme ça. Je t'ébouche de champagne? Non, c'est une surprise. Ah, surprise! Sinon, le film est marquant pour quelques aspects, comme la fameuse salle de duel sur l'île de Scaramanga. Une salle remplie de miroirs, de statues et de pièges, c'est fou! Sinon, le fait que Scaramanga ait 3 mamelons... Ou le nom de cette fille... J'avoue être très tenté, mademoiselle... Juste moi. Tiens, non. Ok, non, en fin de compte, c'est de la merde. Guy Hamilton revient pour la 4e et dernière fois derrière la caméra. Il était temps. Mec, t'as fait l'un des meilleurs James Bond qui soit, mais t'as également fait des trucs totalement cons. Toutefois, sa réalisation dans ce volet est moins académique que dans Vivre et laisser mourir, bien que le film soit plus mauvais. On a droit à des décors plus ingénieux et plus impressionnants. On a même filmé quelques séquences avec l'épave du Queen Elizabeth qui dans le film sert de repère pour le MI6. Puis la course-poursuite à Bangkok est vraiment super, couronnée d'une sacrée cascade. Cette fameuse cascade fut d'ailleurs calculée minutieusement à l'aide d'un ordinateur, assez avant-gardiste à l'époque. Le cascadeur qui l'a effectué ne l'avait jamais pratiqué avant, il s'est entièrement fié à l'ordinateur. Bien sûr, des mesures de sécurité avaient été mises en place en cas d'accident, mais au final, il n'a suffi que d'une prise. Et dire que des cascadeurs se sont littéralement pété la gueule pour faire des cascades plus anodines dans Vivre et laisser mourir.
Mais voilà, je l'ai déjà dit, l'histoire n'est pas très intrigante, ce qui fait que l'on s'ennuie la plupart du temps. On est même désolé de l'humour bas de gamme sur lequel le film s'appuie. En plus, on ne fait pratiquement jamais appel au gadget super cool de Q. Le personnage est là, et c'est tout, il fait rien. Attention, hein, ça n'empêche pas le fait d'avoir des accessoires remarquables, comme le fameux pistolet d'or de Scaramanga. Il est composé d'un étui à cigarette en guise de crosse, d'un briquet faisant office de chargeur, le stylo sert de canon et le bouton de manchette est la gâchette. Ingénieux. Puis il y a cette scène que je trouve tout à fait risible mais qui possède l'un des engins les moins improbables. Ça. Totalement farfelu, me direz-vous? Non. On s'est inspiré d'un vrai véhicule du genre pour le film. On voulait même appeler son concepteur pour qu'il effectue la fameuse cascade. Sauf qu'il s'est tué avec son appareil avant qu'on puisse le contacter. Encourageant. En tout cas, je vois toujours pas en quoi la scène est utile, hein. Un simple avion, ça aurait fait amplement l'affaire à mon avis. Et histoire d'en rajouter une couche, il y a Bonne Nuit qui ouvre le coffre de la bagnole en plein vol. Je doute fort de la possibilité de la chose, mais en même temps, le réalisme n'a jamais été le point fort des James Bond. Bien sûr, étant donné qu'on est en Asie, 007 se doit de s'adonner aux arts martiaux. Pouvions-nous encore plus trahir l'esprit de la saga? Hein? Le compositeur John Barry est de retour après une légère absence dans Live and Let Die. Il apporte une petite touche orientale à ses thèmes, un peu comme il l'avait fait dans On ne vit que deux fois. Cette bande originale paraît peut-être un peu fade comparée aux précédentes, mais elle reste tout de même correcte, avec des reprises différentes de la chanson-titre, The Man with the Golden Gun, interprétée par Lulu. Un refrain mémorable sans plus, une chanson sympathique mais pas très marquante. Ce qui est le plus frappant, ce sont les paroles insensées qu'elle raconte. Alice Cooper avait composé une chanson bien meilleure spécialement pour le film. Étant donné que l'artiste était très controversé dans les années 70, on a choisi celle de Lulu à la place. Ok, je m'en rappellerai. Côté acteur, ça n'est pas la grande forme non plus. Roger Moore a toujours son charme qui lui est propre et ça se sent. Mais encore une fois, il ne maîtrise pas encore le personnage. Donc James Bond semble manquer de personnalité, en jonglant entre les deux. Le rôle de Francisco Scaramanga fut d'abord confié à Jack Palance. Ouais, rien que ça. Il finira par décliner l'offre et c'est Dracula, ou Saruman, c'est vous qui voyez, qui endossa le rôle, Christopher Lee. Ouais, rien que ça. À son habitude, l'acteur se dévoile excellent, s'appropriant chaque trait de son personnage. Il y avait intérêt, Christopher Lee était le cousin par alliance de Ian Fleming. Ce fut donc un plaisir pour lui de jouer dans un film de James Bond. Il a même abandonné le rôle du docteur dans le film Tommy, cédant ainsi sa place à Jack Nicholson juste pour le rôle de Scaramanga. Son petit assistant, Trick Track, est joué par le français Hervé Vilches. Chiant! Il est chiant! Sa voix est chiante, putain, c'est celle de Bugs Bunny! Quoi de neuf, docteur? Il est censé être menaçant ou quoi? Cette fois, on ne se contente pas que d'une, mais de deux Bond Girls. James, vous êtes un fameux gaillard. En fait, le personnage de Bonne Nuit n'était même pas dans le scénario à l'origine. Il y avait que celui d'Andrea Anders. Britt Ekland a donc auditionné pour le rôle, mais finalement, il fut attribué à Maud Adams, qui, soit dit en passant, jouera aussi la Bond Girl dans Octopussy. Alors Madame Ekland était jaloux, et elle voulait absolument son rôle dans le film, donc on a ajouté Bonne Nuit au scénario. Ça veut dire qu'on a tous souffert à cause des petits caprices d'une diva? Putain! En plus, c'est pas comme si elle était bonne actrice, hein. Elle ne peut pas s'empêcher de faire sa princesse sans arrêt, ça décrédibilise toutes les scènes. Bon, petite anecdote, elle avait joué avec Christopher Lee un an auparavant dans The Wicker Man, film dans lequel elle montre ses boobs. Au final, avec un budget estimé à 13 millions de dollars, L'Homme au pistolet d'or remporta 98 millions à l'international. Montant assez important, certes, mais faible comparé aux recettes des volets précédents. Même la campagne de promotion n'était pas en faveur du film. Les affiches n'étaient que des versions recyclées de celles de Vivre et laisser mourir. Comme toujours, il y a eu beaucoup de produits dérivés. Produits de toilette, briquets, tapis, appareils photo, etc. Ni les critiques ni les fans ne furent enchantés par L'Homme au pistolet d'or. Il amassa la modique somme de 21 millions aux États-Unis, soit 40% de moins que l'opus précédent. C'est ce qui mettra un terme définitif à l'association Broccoli-Saltzman. Mauvaise nouvelle pour la saga. On se demandait si Bond allait survivre à son pire ennemi, le public. Une chose est sûre, c'est que pour le prochain volet, il faudrait faire nettement mieux, parce que là, c'est honteux. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour la critique de L'espion qui m'aimait. À la prochaine!